Bonjour, c'est là que ça démarre. Bonjour, merci d'être aussi nombreux en ce vendredi matin. Merci de nous avoir rejoints. Merci Geneviève d'être là, collègue de la grande époque, n'est-ce pas? Mise par Francis Allais, ne l'oublions pas, qui m'a dit celle-ci, elle en veut. Elle a écrit un putain de bouquin, il est en anglais. Du coup, on l'avait traduit dans le cadre du groupe Trogne. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette conférence un petit peu particulière parce qu'on ose toujours des sujets un petit peu particuliers, des sujets qui pourraient être tabous et qui ne le sont peut-être pas. Alors, comme on nous l'a demandé, on le reprécise rapidement, qui nous sommes, où nous allons et que faisons-nous dans le département du Gers et puis un petit peu en France et puis un petit peu en Europe sur le conseil, l'appui technique en agroforesterie, mais aussi évidemment de la recherche, de la sensibilisation, de la formation et de l'éducation. On vous présente aussi rapidement parce que ce groupe Trogne, il est dans ce cadre-là, hein, dans les formations longues, les apprentis du vivant. Hein, on appelle ça le tremplin à l'installation, le passage à l'arbre pour faire du conseil et de l'appui technique en agroforesterie. Et on va en prendre plein les yeux d'agroforesterie ce matin avec Geneviève. Et puis une dernière formation en cours d'élaboration, le vigneron suivant pour la transmission, la reprise des domaines, être en capacité de produire du vin, mais aussi de produire du raisin, mais aussi de le vendre, de structurer un petit peu et d'avoir du monde autour. Et puis, notre rendez-vous estival qu'on souhaitait vous présenter, vous représenter, qui prend bonne forme, qui suscite toujours beaucoup d'intérêt parce que c'est nous, mais parce que c'est vous. Et c'est peut-être là que ça se passe. Je dis souvent, Paysagie de Marciac, c'est le lieu des rencontres improbables, n'est-ce pas Nathalie? Des rencontres improbables, mais nécessaires. Voilà, j'en ai terminé pour cette minute d'introduction. Bonjour Geneviève, qui es-tu? Ben, je suis moi. Ah ben oui, c'est vrai, avec ton col roulé. Alors attends, vous voulez quel genre d'étiquette? Parce que j'en ai plein. Donc, L'étiquette pour du vendredi. l'étiquette du vendredi, de ce vendredi, Ouais. j'interviens en tant qu'ethnobotaniste spécialiste sur les systèmes agroforestiers locaux, paysans, agraires, enfin bref, ce qui existe, pas ce qui devrait exister, mais ce qui existe. Et ce qui existe souvent depuis très très longtemps et un peu partout dans le monde, puisque j'ai roulé ma bosse. Je suis dans un institut de recherche qui travaille pour les pays du Sud. Et donc, ça m'a permis d'aller dans pas mal d'endroits. Aujourd'hui, je vais vous parler pas mal pas seulement du Sud, voilà, de ce que j'ai pu trouver au Nord. Formidable. Pardon, j'avais oublié une image. J'avais oublié une image, la plus importante évidemment. Un livre, fabuleux, passionnant, structurant. Un deuxième en cours de finalisation, n'est-ce pas, Geneviève? Yes. Mais le 1er, c'est pas forcément le premier, mais le premier édité à cette échelle. Si vous voulez faire un voyage initiatique fabuleux en agroforesterie, Geneviève a produit l'ouvrage de référence. Le partage d'écran t'est ouvert et offert, chers collègues et chers amis. Ça y est, c'est bon, Super, ça fonctionne. ça Merci. fonctionne. Donc, j'ai choisi un titre un petit peu provocateur que j'ai emprunté, j'avoue, c'est pas de moi, à une nouvelle revue qui est parue, je sais plus, en fin d'année dernière et qui avait ce titre-là, Peut-on être un carnivore éthique? Une revue publiée partiellement par le Nouvel Obs et partiellement par je ne sais pas qui. Et ce numéro était tout à fait intéressant parce qu'il confrontait plein de points de vue avec beaucoup de récits d'expériences. Donc, si vous le trouvez, la revue s'appelle Mutation, je crois. Et c'est un chouette numéro. Donc, OK, très bien. Excuse-moi Geneviève, je rappelle, je redis, je répète, puisque effectivement, comme tu le disais avant que l'enregistrement soit lancé, on a parfois l'impression de parler dans le vide parce que pour des raisons diverses et variées, peut-être pour économie d'énergie, parfois nucléaire, les caméras sont coupées. En tout état de cause, ces sessions sont les vôtres. Donc, vous n'hésiterez pas à poser toutes les bonnes questions, même quand vous pensez qu'elle ne l'est pas. La question, souvent, elle est bonne. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30, Geneviève. voilà, peut-être je déborderai parce que j'ai beaucoup de diapos, j'arrive pas à me. Si vous en avez marre, vous m'arrêtez. Mais Donc, c'est-à-dire c'est-à-dire, je précise quand même que beaucoup de gens ont prévu autre chose après, donc des créneaux horaires. Donc ça, là, on est 25 et après 10h30, on sera plus que 17 ou 18 ou d'accord, 14. Voilà, voilà. merci. Donc, je vais essayer d'examiner un peu la relation entre l'élevage et l'arbre et de voir quelles conclusions on peut en tirer.
Et ça m'est venu parce qu'un jour, on m'avait invité dans un projet, une collègue qui m'a dit, est-ce que tu veux participer au montage d'un projet sur la consommation de viande? J'ai dit, bah oui. Elle m'a dit, non, mais c'est pour Bonjour arrêter à la tous. consommation. Bonjour. Ah, merde, pardon. C'est pour arrêter la consommation de viande parce que la consommation de viande, c'est pas bien. Je dis, ah bon? Et voilà, c'est pas bien. Et donc, il y a effectivement toutes ces critiques de plus en plus fréquentes. On nous amène peu à peu vers l'arrêt de la consommation de viande parce que c'est pas bon pour l'environnement, parce que c'est pas bon pour la planète, parce que c'est pas bon pour nous et parce que c'est pas bon pour les animaux. Et, et aujourd'hui, ce qui m'intéresse là-dedans, mais je finirai sur un truc un peu plus large, c'est ça. C'est qu'on accuse l'élevage d'être responsable, en particulier de la déforestation, en Amazonie, mais pas que. Et donc, l'élevage, c'est pas bon pour l'arbre, c'est pas bon pour la forêt, c'est pas bon pour la planète, on le répète, parce que ça n'arrête pas de fermenter et d'émettre du méthane par tous les bouts. Donc, il faut arrêter l'élevage, ça fera du bien à la planète, aux plantes et aux forêts. Et c'est ce qui m'énerve un petit peu. C'est pas que l'élevage bovin, hein. Si on regarde un peu dans l'histoire, il y a une stigmatisation ancienne de l'élevage par les forestiers, en particulier des caprins, ovins et caprins, mais beaucoup caprins, parce que les chèvres ont cette sale habitude quand même de bien aimer manger de l'arbre. Et dans certains pays, là on est au Maroc, dans l'Arganeraie, elles ont cette habitude de monter dans les arbres pour manger. Alors effectivement, quand il y a autant de chèvres dans un arbre, c'est peut-être pas bon pour l'arbre, mais en général, les bergers savent réguler tout ça parce que si les chèvres boulottent tous les arbres, il n'y aura plus rien à manger. Ça, les forestiers n'ont pas bien compris. On reviendra là-dessus. Donc, est-ce que cette relation entre l'élevage et la forêt est vraiment antagoniste? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir d'élevage et de forêt en même temps? Ou au contraire, est-ce qu'il y a une grande complémentarité? Donc, je vais vous emmener faire des petits tours un peu partout. Et je commencerai par rappeler un truc un peu bête, mais c'est l'origine forestière de tous nos animaux d'élevage. Ils sont à peu près tous issus de milieux forestiers, à travers la domestication. Donc, les principales, c'est le premier foyer de domestication du Proche-Orient, en particulier sur ces contreforts du mont Taurus. Et la végétation, c'était surtout des forêts claires, ouvertes, donc des chênes, des cèdres, des pins, quelques graminées, quelques légumineuses. Ces forêts méditerranéennes qu'on connaît un peu ici. Et dans toutes les populations animales qu'on trouvait dans ces forêts, il y avait des aurochs qui donc nous ont donné ces bovins domestiques, les bœufs, les vaches. C'était plutôt dans les prairies, dans les lisières, enfin dans tous ces endroits un peu plus ouverts en forêt. Il y avait les mouflons, les isards. N'oubliez pas, on est sur une montagne. Qui nous ont donné les chèvres et les moutons. Et puis des porcs sauvages qui ont donné notre cochon domestique. Il y a deux autres foyers de domestication qui ne sont pas aussi importants, mais sur lesquels j'aimerais insister. Le premier, c'est l'Asie du Sud-Est et du Sud. Là, on est dans des végétations de forêts denses. Et il y a plein d'oiseaux forestiers qui existent encore. Il y a des coqs. Et ces coqs ont été domestiqués. Plusieurs espèces de coqs ont été domestiquées pour nous donner le principal animal de nos basses-cours, c'est-à-dire les poules. C'est l'animal numériquement le plus élevé dans le monde. Et le troisième, c'est l'Amérique. Et l'Amérique, il y a encore des oiseaux là, qui nous viennent d'Amérique, en particulier les dindons. Alors là, c'est plus entre guillemets, en Europe, c'est plus récent, puisque ça n'existait pas avant Christophe Colomb, mais il semblerait que ça a été domestiqué par les Amérindiens de façon bien antérieure. Et puis les canards, le canard musqué qui a donné le canard de Barbarie. Il y avait déjà des canards élevés en Europe, mais ce canard de Barbarie, il a un peu révolutionné les basses-cours aussi. Donc ces canards, ces dindons, c'était des animaux qui nichaient en forêt, qui mangeaient en forêt et qui se nourrissaient de tout ce que peut produire la forêt. Donc ces agriculteurs qui ont domestiqué les animaux ont essayé d'abord de les maintenir dans des environnements qui étaient assez proches de leur habitat naturel. Ça paraît logique, ça ne l'est plus du tout aujourd'hui, mais ça paraît logique. Si on veut maintenir des animaux en bonne santé, il vaut mieux les maintenir dans un habitat qui leur convient. L'élevage sous forêt, ça a été une constante en Europe, une constante un peu partout dans le monde, dans l'histoire, jusqu'au XXe siècle. Aujourd'hui encore, on va voir pas mal d'exemples d'élevage sous forêt, avec ou sans traitement des arbres. Et puis dans le monde, on trouve plein d'exemples et je vais en passer quelques-uns en revue. Il y a eu bien évidemment l'invention de la trogne, et là-dessus, on va insister, on est là pour ça. Cette trogne, c'était à la fois pour produire pour les animaux, produire
pour ceux qui élevaient les animaux, c'est-à-dire les hommes, mais ça peut être aussi, on le verra, pour protéger une production forestière, pour que le bétail ne vienne pas tout détruire. C'est bien plus efficace, on le verra aussi, qu'une CP, c'est-à-dire couper l'arbre à ras du sol et attendre qu'il rejette. Et puis l'invention de très 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 nombreuses combinaisons agroforestières autour de l'élevage, donc avec au nord essentiellement des bocages et des pré-vergers, mais toute une très grande variété dans ce qu'on appelle bocage et pré-vergers. Et puis en Méditerranée, plutôt des châtaigneraies, des parcs arborés, et puis plus au sud, des agroforêts, mais là, l'élevage est beaucoup moins présent. Donc tout ça nous a fait une forêt paysanne tout à fait diversifiée qui couvrait à son apogée en Europe à peu près 60 millions d'hectares, avec plus de 2 millions de kilomètres de haies, entre autres, et je ne sais pas combien de milliers d'hectares de pré-vergers. Donc on va commencer par, on va essayer de voir ce que c'est que ces systèmes agroforestiers à base d'élevage. Donc on regardera tout ce qui est le pastoralisme autour des ovins et des caprins, avec l'importance, le rôle essentiel, central de la trogne. Et puis on verra aussi qu'il y a des trognes qui sont dans d'autres systèmes d'élevage que ceux des ovins et des caprins. On passera par les vaches et les bocages, et puis on reviendra après sur d'autres exemples, des porcs en forêt, des volailles forestières, et puis on finira par les abeilles et les poissons, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'en parle pas. Voilà, donc le pastoralisme et la trogne, c'est une association, c'est un mariage, c'est là où il y a du pastoralisme, il y a de la trogne. Pourquoi? Parce que les arbres nourrissent les animaux et que pour qu'ils continuent à nourrir les animaux, c'est bien qu'on les taille régulièrement. Là, on est au Maroc, dans le Haut-Atlas, et on est dans un parcours de chênes verts. Et on voit bien que ces chênes verts, ils n'ont pas une tête de chêne vert qui pousserait naturellement. On voit bien qu'ils ont été coupés de différentes façons. Donc, dans les parcours, il peut y avoir un approvisionnement direct sur l'arbre. Et là, vous voyez les deux façons de s'approvisionner sur l'arbre. Il y a des animaux, en particulier les chèvres, parfois quelques moutons, mais surtout les chèvres qui peuvent grimper dans les arbres. Donc là, vous avez une petite chèvre qui est grimpée dans ce gros chêne vert. Et puis, il y a aussi du nourrissement en se mettant debout sur ses pattes arrière. Les chèvres et les moutons font ça très bien. C'est ce qui donne souvent aux arbres dans les parcours cette taille, comme les acacias dans les savanes, une planche qui est exactement à la hauteur maximale que peuvent atteindre les animaux. On voit bien sur cet arbre que là aussi, il y a eu de la taille. La taille, on va voir pourquoi, mais cet arbre-là, vous voyez dans tous ces... Je ne sais pas si vous voyez ma souris, oui, peut-être. Voilà, tous ces endroits-là ont été taillés. Je vous remets, parce que je n'hésite pas, et puis celle-là, Alain la reconnaîtra peut-être, parce qu'il a dû la photographier aussi. Voilà, chèvre dans l'Argannais. Bien là, on était bien. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les troupeaux de chèvres, dans l'Argannais, il y a des chèvres grimpeuses et des chèvres qui ne sont pas grimpeuses. Il y a des chèvres qui ne se nourrissent qu'en se mettant debout sur les pattes arrière. Et les bergers essayent de maintenir un équilibre assez subtil entre le nombre de chèvres grimpeuses et le nombre de chèvres non grimpeuses, de façon à ne pas détériorer les arbres. Et ça, c'est quelque chose que les forestiers ne connaissent pas du tout, et que même les agronomes ne connaissent pas, mais qu'on arrive assez facilement à connaître quand on se met à parler aux bergers. Et donc, il a été pas mal décrit par un doctorant qui a fait sa thèse sur la chèvre dans l'Argannais. Et c'est dommage que ça ne soit pas plus connu, parce que là, il y a des véritables connaissances et des véritables gestions des troupeaux, de façon à ce qu'ils puissent continuer à se nourrir sur les arbres. Ils ne se nourrissent pas uniquement sur les arbres, mais quand même en grande partie, sans détériorer complètement les forêts. On a la même chose là dans les acacias, et je vous emmènerai dans ces forêts d'acacias tout au sud du Maroc, à la lisière du Sahara. Là aussi, on a du nourrissement direct sur l'arbre. Dans les parcours, on a des nourrissements par gaulage, et c'est beaucoup du gaulage des fruits. On le retrouve là sur l'acacia au moment où les fruits sont mûrs, donc les bergers tapent sur les branches pour faire tomber les fruits et quelques feuilles.
Et ces fruits d'acacia ou ces fruits de frêne, comme on trouve dans le Moyen Atlas, c'est une vraie cure de vitamines et de nutriments pour les animaux. C'est très, très riche, c'est un peu comme quand nous, on se prend notre petite cure de vitamines. C'est souvent en fin de saison sèche et ça les aide vraiment à passer l'hiver. Merci l'acacia et merci le frêne. Une autre façon, donc une autre contribution de la forêt à l'élevage dans beaucoup de pays, c'est l'approvisionnement indirect, c'est-à-dire on va couper des branches en forêt qu'on va ramener aux animaux qui sont au village, alors en stabulation ou ceux qui sortent pas trop des alentours des villages. C'est très pratiqué pendant l'hiver quand les animaux peuvent Celle-ci aussi, difficilement. je m'en souviens bien, Geneviève, de celle-ci, de Tu cette t'en photo. souviens aussi, hein? Ah oui, Et ouais, parfaitement, on y et ouais. revoit. Mm. Et donc là, il y a du frêne, je pense, et du chêne vert qui est ramené par les. Et quand les troupeaux ne peuvent pas sortir à cause de la neige, on envoie les femmes dans le Haut-Atlas ramasser ces branches. La vie de femme de berger est quand même pas tellement rose dans ces contrées. Et puis, il y a l'affouragement à terre. Et là, l'affouragement à terre, ben, le berger va aller couper les branches qui va donner à ses bêtes. Donc, ça peut être fait de façon, entre guillemets, anarchique. Ça l'est rarement. Et ça, donc, les arbres sont souvent coupés, taillés de façon raisonnée, de façon réfléchie, de façon à ce qu'ils ne pâtissent pas trop de ces tailles et qu'au contraire, ça stimule la production. Là, vous avez donc des chênes verts qui ont été coupés pour nourrir ces chèvres. Et là, on arrive au frêne dimorphe, qui est un frêne, une espèce de frêne du Haut-Atlas, donc il pousse assez haut en montagne, qui supporte vraiment le froid, l'enneigement, et qui est un arbre très robuste. Et cet arbre est dans cet endroit du Haut-Atlas, il y a un peu de chêne vert, mais pas trop, et c'est une composante essentielle des systèmes d'élevage. Sans le frêne dimorphe, cet élevage-là n'existerait pas. Il y avait avant, selon mes collègues qui ont travaillé là-dessus, Didier Génin, Mohamed Ali Friki, euh, l'élevage s'est sédentarisé à cet endroit-là grâce à cet arbre que les agropasteurs, que les bergers ont géré, protégé, multiplié et taillé. Donc là, vous avez une trogne de frêne dimorphe qui est taillée. Donc ces arbres-là ne sont pas taillés tous les ans. Ils sont taillés tous les 4 ans, si je me souviens bien. Si je peux me permettre, Geneviève, si je Oui, peux bien me sûr. permettre rapidement, mais je peux me permettre du coup, Permets-toi, comme ça tu verras que tu n'es pas toute seule. sans moi, Euh, c'est vrai. je dirais pas qui, mais il y en a un qui m'a écrit pour me dire qu'il se cachait parce qu'il était au boulot, donc il mettait pas sa caméra. C'est bon ça? Énorme. Juste, ouais, on travaille tous beaucoup là-dessus. C'est très inspirant ce que tu montres, ce qui se passe au Maroc, les systèmes agroforestiers de par le monde et le tour du monde, tu l'as fait. Ce modeste frêne dimorphe qui, a priori, ressemble à rien, est quand même en train d'hydrater une zone sèche, hein, et créer des zones d'humidité dans les champs mycorhiziens, de faire circuler de l'eau, de créer de l'eau nouvelle, etc. Donc, autant dire qu'au-delà du fait qu'il y a une charge importante d'animaux, hein, sur ces pâturages pauvres, etc., etc. Ici, on crée de l'eau, du sol, de la biodiversité, on atténue les chocs climatiques et on continue à produire, etc. Face à l'aridité, l'arbre a beaucoup à nous dire, Geneviève. Oui, ce serait bien de couper le micro si vous ne posez pas. Là, on entend des claviers, des choses comme ça. Merci. Oui, d'ailleurs, j'ai une photo là bientôt qui va venir et qui montrera combien c'est. Là, on est sur du karst, c'est-à-dire de la roche quasiment affleurante, sans sol, avec pas du tout de disponibilité en haute surface, un endroit très dur. Je ne vous raconterai pas tout sur le frêne dimorphe parce que je n'ai pas le temps, parce que mon collègue Didier Génin, il n'aime pas quand je parle de ça. Donc, si vous voulez tout savoir, vous vous adressez à lui, mais j'en parlerai quand même. Mais Ouais, ben on le fera intervenir, il n'y a pas de souci, hein. voilà. Ok. Mais Il c'est va nous vraiment faire un un beau livre. exemple absolument incroyable. T'en parles dans ton prochain livre du frêne dimorphe, à fond. Ah, abondamment. Abondamment. Voilà. Ok. Ensuite, ben voilà comment là, c'est une trogne assez multiple, c'est-à-dire une trogne qui va fournir du fourrage foliaire pour les animaux, des fruits,
des fruits qui sont souvent gaulés, hein, comme vous avez vu sur la photo sur l'acacia. Et puis des perches parce que ces perches-là, elles sont indispensables pour la construction des toits des maisons. Et vous voyez que donc sur un arbre, on a au moins ces 2 productions, le fourrage foliaire et les perches. Les perches, c'est un cycle de 8 ans. À 8 ans, bah, les perches, elles ont toutes la même taille et la même hauteur. Il n'y a même plus besoin de les retailler, c'est super. Et vous voyez que ces perches, par contre, elles sont régulièrement émondées. C'est-à-dire qu'on va couper les branches latérales pour qu'elles puissent croître en hauteur. Et puis donc, ce qui est coupé, les branches latérales coupées, vont être données aussi aux animaux qui pâturent. Et voilà ce que ça donne, un vieux frêne dimorphe. C'est vraiment une trogne multiple où il y a du fourrage, des perches et des charpentières qui donneront, euh, qu'on utilisera aussi pour la construction. Ce dont on parlait hier dans le groupe Trogne, là il y a des formes de trogne qui ne sont pas du tout uniquement des têtards ou des émondes. C'est un espèce de mix entre les deux. Ça donne des arbres incroyables. Ces arbres sont incroyables pour d'autres raisons parce qu'ils sont issus de coalescence de troncs, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Il faudra soit vous adresser à Didier Génin, soit lire mon livre. Voilà donc à quoi ça ressemble un parc à trognes. Là, on est dans un coin. Alors là, la roche, vous voyez combien elle affleure et combien ces arbres sont indispensables pour, oui, comme dit Alain, pour faire circuler l'eau, les nutriments, ramener l'eau en surface quand c'est possible. Vous voyez aussi à quoi ça ressemble, toutes ces tailles de trognes un peu multiples. Et c'est pas toujours désolé. Hein, là, on était avec Alain, c'était le mois de novembre, si je ne m'abuse, c'est pas très bon, pardon, en février, c'était février. Et puis voilà, en été, c'est quand même plus riant, il y a des feuilles et il y a de l'herbe qui sert aussi de pâture au troupeau, mais vous voyez, ces arbres se portent très bien grâce à, non pas malgré, mais grâce à ces diverses pratiques de trognage. Des terroirs de trogne, il y en a partout au Maroc. Et on accuse souvent les bergers, les agropasteurs d'être ces ennemis des forêts avec leurs troupeaux. Et on oublie toujours de dire que partout, dans la mesure du possible, ils ont conservé, cultivé les arbres dans leur terroir. Quand la forêt, c'est chez les forestiers, on ne va pas se soucier de préserver les arbres parce que de toute façon, on n'en a aucun bénéfice. Quand c'est chez soi, sur son terroir, là, on va préserver les arbres. Et dans ces terroirs agro-silvo-pastoraux, on trouve énormément de trognes. Et c'est pour ça que le Maroc est très riche d'enseignements. Ça peut nous montrer comment on peut associer l'élevage, la culture de céréales et les arbres. Et c'est vraiment des exemples qu'il faut faire connaître et qu'il faut. C'est pas de l'archaïsme, c'est pas de l'élevage archaïque, c'est pas de l'archaïsme agroforestier. Au contraire, c'est une agriculture d'avenir, surtout dans ces zones qui sont archi sèches. Heureusement que ces arbres-là sont conservés, sinon ce serait encore plus dramatique. Donc là, on est sur un autre terroir de karst, toujours dans le Haut-Atlas, un endroit là aussi très sec, très difficile, où on cultive les bonnes années quand il a assez plu, et cette année, ça ne sera certainement pas le cas. On cultive de l'orge, et vous voyez cette orge qui pousse là entre ces petites parcelles vaguement délimitées avec des murs, et ces énormes arbres sont des pistachiers de l'Atlas. Le pistachier de l'Atlas, donc c'est un cousin du pistachier, c'est un cousin du lentisque, mais c'est un énorme arbre très résistant. C'est le dernier arbre qu'on trouve dans les zones très sèches avec l'acacia. Il pousse dans n'importe quelle condition. Il se prête très bien à la taille. C'est un arbre absolument fabuleux. Et là, vous voyez un arbre qui a été trogné en premier plan et derrière un arbre qui sera trogné, enfin, donc qui est en phase de croissance de ses rejets. Et vous voyez là, on est plutôt en saison sèche, donc là, il n'y a plus rien à manger. Quand on voit par derrière, là, on voit ce petit palmier nain, palmier doum, qui est un petit peu brouté par les animaux, mais quand il y a beaucoup de palmiers doum, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à manger. Et vous voyez là, toutes ces branches, donc ce pistachier de l'Atlas a été trogné pour donner à manger directement aux animaux qui, sinon, n'auraient plus rien à boulotter. D'autres terroirs de trogne, il y a des terroirs moins difficiles. Là, on est en fond de vallée dans l'anti-Atlas. Et là, on a un terroir de trogne absolument magnifique, toujours du pistachier de l'Atlas. Là, les pistachiers de l'Atlas, on voit, ils ont de l'eau. Ils ont de l'eau et ils maintiennent l'eau. On est en fond de vallée. Et grâce à eux, l'eau continue à circuler.
et ils peuvent atteindre ces belles tailles. Et on voit que là aussi, c'est des tailles multiples de trognes qui sont à la fois pour le bois et pour le fourrage. Voilà, une taille. Alors vous allez me dire, un forestier qui va voir ça va dire, quelle horreur, quel massacre. Oui, ils n'ont pas des instruments très, très, très performants. Néanmoins, ils ont une connaissance sur ce qu'on peut faire sur l'arbre. Les bergers ont des connaissances superbes sur les cycles. Au bout de combien d'années on peut les couper, au bout de combien d'années il faut les couper, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et toutes ces connaissances, c'est ça qu'on essaye de, avec mes collègues marocains et de l'IRD, qu'on essaye de faire connaître le plus possible. D'autres terroirs de trogne, toujours dans le Haut-Atlas, là on a un autre frêne qui est le frêne élevé, Fraxinus excelsior, je crois. Et on voit ici, voilà, tous ces arbres-là sont des trognes, alors plutôt assez basses, hein, de frênes qui sont là aussi menées à la fois pour la production de fourrage et pour la production de bois, de perches, de bois de construction. Et on voit là comment ce terroir, là on est dans un terroir vraiment agricole, avec des champs labourés, avec des pâtures, combien ce terroir est totalement agroforestier. On a en arrière-plan des oliviers. Et puis on a encore plus loin derrière, on a beaucoup de caroubiers. C'est un territoire absolument incroyable, d'une très grande richesse agroforestière. C'est là aussi où j'ai vu le plus gros chêne-liège de ma vie, des choses absolument monstrueuses. Là, on est toujours dans l'Haut-Atlas, c'est un terroir de trogne, toujours de frêne et de caroubier. Et vous voyez à combien c'est. Quand on arrive à maintenir ces arbres et à terrasser le sol, on est on est dans un monde qui est complètement différent de ce que vous avez derrière, qui est un monde d'aridité. Et là, on est dans un monde d'abondance grâce aux terrasses et aux arbres, parce que tout ça fait circuler l'eau et nourrit les animaux. N'oublions pas, puisqu'on est là pour ça. Le genévrier turifère, toujours au Maroc, c'est un arbre de montagne, de très haute montagne, et en général un arbre d'alpage, bien que certaines populations se soient sédentarisées tout en haut, c'est-à-dire à plus de 2500 mètres d'altitude. C'est des conditions de vie très rudes parce que l'enneigement est fort, parce que le froid est fort. Et là, on est encore sur un plateau très aride. Ce genévrier turifère, c'est l'or de la montagne, hein, c'est l'or vert de la montagne. Et vous voyez que ces genévriers sont très, très, très fortement mis à contribution pour le fourrage, pour le bois de feu, pour le bois de construction. Et les forestiers à qui cet arbre, entre guillemets, appartient, puisque tout ça se situe sur des terres forestières et que le genévrier est considéré comme espèce forestière, donc géré par les forestiers. Les forestiers, quand ils voient ça, ils se disent, mon Dieu, mais ces bergers sont vraiment des assassins d'arbres, c'est terrible, il faut absolument éradiquer l'élevage pour permettre aux genévriers d'être en bonne santé. Là, on voit ces techniques de trogne qui ont été étudiées par mes collègues dans le Haut-Atlas. Là aussi, on a, comme pour le frêne dimorphe, une production très planifiée de perches, ce que vous voyez là, et de fourrage foliaire que vous voyez là. Donc ces arbres, euh, et puis pas sur celui-là, mais souvent les branches pourront servir de charpentière. Le genévrier turifère est un bois très résistant à travers le temps. Et donc, c'est de la véritable culture, hein, culture de fourrage, culture de perche sur un arbre. Et ça, vous le voyez sur tous les arbres qui sont là, il y en a un derrière. Et donc, on est sur des terres que vous voyez là au premier plan, terriblement caillouteuses et arides. On a une double production fourragère et forestière. Tu peux reste sur cette image, s'il te plaît, Geneviève. Ce qu'appelle très judicieusement notre ami Dominique Mention, une forêt sur pilotis. Parce que si vous cachez le premier tiers de l'image, vous voyez quand même une forêt. C'est des arbres qu'on a plantés dans notre station de recherche à Chartrier-Ferrières, sur le COS au-dessus de Brive, en Corrèze, parce que tout ça nous intéresse au plus haut point. De dire, enfin, c'est bien que tu montres cette image, parce qu'il y a une image qui a tourné dans les réseaux un peu partout, sur des trognes au Japon, et c'est quasiment la même image.
C'est quasiment la même C'est image. quasiment la même image, tout à fait, tout à fait. Ah, C'est pas, intéressant ça, hein, fondamentalement, ce côté universel, puisque bien sûr qu'il y a des trognes sur Mars, il y a pas aucun doute là-dessus, Geneviève. voilà, j'allais en parler, hein, de ces images qui circulent, de trognes japonaises. On dit: «C'est incroyable ce que font les Japonais». Ben oui, mais c'est juste, incroyable ce que font les bergers marocains et ce que font sans doute beaucoup d'autres populations dans le monde. Il suffit d'aller voir et de regarder et de reconnaître. Et on voit que, bah, voilà, malgré les tailles, hein, répétées, répétées, ce genévrier, il peut vivre très, 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 très longtemps parce que là, sur ce karst où il y a pas d'eau, ce genévrier qui a cette taille, c'est au moins 2,50 m de diamètre, hein, j'ai été au pied et bah, il a, 800, 900, 1000 ans, peut-être plus, on ne sait pas bien. Donc ça fait certainement 800 ou 1000 ans de trognage. Vous voyez comment il se porte? Bon, c'est pas, il fait pas 20 mètres de haut, mais il est quand même en très bonne santé. Voilà. Alors, il n'y a pas que le pastoralisme ovin ou caprin qui utilise la trogne, hein. J'ai repris ce dessin de Didier Dellas, c'est ça? Euh, Avec les porcs, mais il y a des exemples aujourd'hui d'élevage de porcs sous forêt qui sont alimentés par des coupes faites directement sur les arbres, donc ça s'appelle de la trogne. Vous avez des cochons qui mangent du hêtre. Les trognes les plus répandues, enfin pas, certainement pas les plus répandues, mais en tout cas les plus actives aujourd'hui pour l'élevage, qui n'ont jamais arrêté de produire et d'être utilisées, c'est certainement ces trognes de frêne, pardon, dans tout le Massif central. Et ça, vous allez les voir partout si vous vous baladez sur le Brac, dans le Cantal, vraiment partout dans le Massif central. Ces trognes de frêne qui sont utilisées pour l'alimentation du bétail, qui sont encore utilisées, qui, dans certaines années, ont permis aux troupeaux de survivre parce que c'était tellement sec, en particulier en 1976, je me souviens. Il y en a sans doute beaucoup d'entre vous qui n'étaient pas nés, mais ces trognes ont sauvé les troupeaux. Ils ont évité qu'on massacre la moitié du troupeau parce qu'il n'y avait plus rien à manger. Et donc, bah, les animaux, les vaches, ont mangé du frêne. Et, moi, je vais régulièrement dans ces endroits-là et régulièrement, je vois des trognages de frênes. Donc, c'est des frênes qui sont menés à la fois en émonde et en tétard. On va trouver la même chose un peu partout. Là, on est au Bhoutan, c'est des trognes de saule qui sont trognés à la fois pour le bois de feu et la nourriture du bétail. Le saule ayant cette particularité aussi d'être très riche en acide acétylsalicylique et donc une petite aspirine, un petit shoot d'aspirine pour les vaches, ça ne peut pas faire de mal. Vous voyez, là, on est dans un vrai terroir de trogne de saule. Et puis, en Haute-Corse, un terroir absolument incroyable, à Olmicapé, là, on est au-dessus de la Balagne, un terroir de trogne de chêne vert, trogne de chêne blanc, sur des hectares et des hectares et des hectares. Alors, c'est une région, aujourd'hui, où il y a beaucoup d'élevage et de vaches en divagation, hein, c'est le folklore corse qui revient. Il y a beaucoup d'élevage aussi d'animaux qui ne sont pas en divagation, c'est bon de le rappeler. Et c'est une région qui produisait beaucoup de bœufs pour le travail des champs. Et juste en dessous, parce que là on est en Haute-Balagne, juste en dessous, il y a la Balagne qui était l'endroit le plus agricole de Corse, avec énormément de vergers et de champs de céréales. Et ces bœufs étaient achetés pour la basse Balagne, pour travailler dans les champs. Et donc, il y avait toute une industrie d'élevage de bœufs pour le travail dans cette région, d'où très certainement ce parc de trognes. Mais vraiment, j'ai jamais vu ça, hein. Il faut aller voir. Alain connaît, je pense qu'on y retournera ensemble, j'espère, et ce serait vraiment bien là, à la fois de faire venir Dominique Mention, de faire venir le maximum de gens. Parce que quand j'ai parlé de ces trognes au Corse, on avait pas à cet endroit-là, mais juste à côté, une petite réunion. Il y a plein de gens qui disent: oh là là, que ces arbres sont beaux, regardez leur forme. Je dis: ben oui, c'est des trognes. Personne ne connaissait la trogne. Alors que c'est une pratique qu'on retrouve partout. La plupart des vieux arbres en Corse qui sont des vieux chênes verts, je ne parle pas des châtaigniers, mais les vieux chênes verts sont d'anciennes trognes. C'est les plus anciens êtres vivants sur cette île. On a tendance à l'oublier. Et puis, il y a d'autres
façons de trogner qui, là, ne sont plus pour aider l'élevage, mais qui sont au contraire pour protéger les arbres contre les dégâts que pourraient faire les animaux en allant boulotter leurs feuilles. Et ça, c'est ce qu'on a vu au Pays Basque, où on a des forêts de trognes, alors de chênes, de hêtres, et c'est des forêts qui ont été édifiées parce qu'il y avait tellement d'élevage que ça commençait à menacer les arbres et les forêts. Et donc, pour produire du bois, au lieu de mettre ces forêts en défense, de faire des CP, on s'est dit, ben, on va faire ces forêts suspendues, ces forêts sur pilotis. Et on a encore les traces de ces forêts trognées pour la production forestière au Pays Basque. Il y a d'autres systèmes. Alors là, on est sur des systèmes de trognage qui sont plus pour la production foliaire, quoique c'est aussi la production foliaire, mais pour la production fruitière. Et les plus beaux exemples qu'on va trouver, c'est en Espagne et au Portugal, dans ce qu'on appelle les DSA, les montados. Et donc, c'est des forêts claires, des parcs arborés issus d'anciennes garrigues dans lesquelles on élève des porcs, on élève des vaches, des moutons, et dans lesquels aussi on va cultiver des céréales. Ces arbres-là vont produire, alors il y a aussi des chênes-lièges, donc il y a pas mal de produits forestiers qui sortent de là, mais la production principale, c'est les glands pour les cochons qui produisent un jambon fameux, ces cochons qui sont de la race ibérique et qui produisent ce jambon qu'on appelle le patin nègre. Le plus cher du monde, mais un des meilleurs aussi. Et donc, ça couvre des centaines d'hectares, des milliers d'hectares. Cette forêt claire, vous voyez, on est dans ce qu'on appelle un parc agroforestier, c'est-à-dire c'est ni plus ni moins qu'une forêt claire, une forêt à arbres à couronne non jointive. Et il y a une taille minutieuse de ces arbres qui est une taille fruitière. Et c'est quoi les tailles fruitières? En général, il s'agit de débroussailler, entre guillemets, la couronne pour faire entrer le maximum de lumière à l'intérieur, pour que chaque feuille soit efficace pour produire des fruits. C'est ce qu'on fait avec nos arbres fruitiers quand on taille dans le sud de la France les oliviers, quand on les taille en corbeille, quand on taille les pommiers. C'est bien pour éclaircir l'intérieur de la couronne pour que ça produise un maximum. Mais on fait la même chose sur les chênes verts, alors avec diverses morphologies, mais c'est toujours la technique de la trogne ici, c'est d'ouvrir la couronne, faire des charpentières à l'horizontale. Ah bon? Et pour la production de glands. Faire du bout de chou. Donc, est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Merci. Pardon. Voilà. Et on trouve encore dans les vieilles trognes qu'on trouve en Méditerranée, ici chez nous, trognes de chêne vert, elles ont exactement cette forme, ce qui prouve qu'elles ont dû être trognées pour la même raison, c'est-à-dire aussi pour la production fruitière. Blanc. Et puis, voilà, on va passer à d'autres systèmes d'élevage avec l'arbre. Ah ben voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. La diapo est mal. Ça, c'est une vieille trogne de chêne vert, je ne sais pas où, pas très loin de Montpellier. Vous voyez qu'on retrouve exactement cette forme-là. On voit que le trognage a été abandonné depuis un certain temps, mais on est exactement dans le même système de couronne très aérée pour la production de fruits et évidemment pour la production de fourrage aussi quand on coupe la trogne. Donc, sur ces autres systèmes agroforestiers, avec aussi les trognages, je vous réemmène au Maroc. On va dans l'Arganeraie, la forêt d'Arganier, qui est au sud-ouest du Maroc, entre Essaouira et le Sahara, on va dire. Donc, toute une bande côtière assez large et très, très longue, où le principal et souvent le seul arbre, c'est l'arganier. Et cet arganier structure une forêt paysanne, une forêt domestique tout à fait incroyable. Et là, on va avoir deux types de travail sur l'arbre, de taille sur l'arbre. Est-ce qu'on peut encore appeler ça de la trogne? Oui, si la trogne, c'est juste de faire des tailles sur les arbres. On va avoir une première taille qui est destinée à favoriser le pâturage aérien. Vous vous souvenez de ces petites chèvres qui montent dans l'arbre? Pour qu'une chèvre monte dans l'arbre, il vaut mieux avoir des branches basses, un peu inclinées, c'est plus simple parce qu'une chèvre est absolument incapable d'escalader un tronc tout droit et haut. Donc pour ça, on va essayer de favoriser
le branchage bas et horizontal. Et ça, ça se fait à travers des tailles. Alors, c'est pas le berger part pas un matin en disant bon, aujourd'hui, je vais aller tailler mes arbres. Non, c'est en passant dans les parcours. Bon, là, on va couper une branche, incliner une autre, mettre un rocher là où il faut pour empêcher une réitération verticale ou pour au contraire faire baisser les jeunes branches qui peu à peu vont pousser à l'horizontale. Donc, ça se fait au fil du parcours, au fil de l'eau. C'est pour ça qu'on a tendance à dire, mais non, il n'y a pas il y a pas de raisonnement là-dedans, il n'y a même pas de pratique. Si, il y a une pratique, oui, il y a une pratique raisonnée, mais elle se fait au fil du parcours, elle ne se fait pas un jour où on dit, allez, on va faire un chantier de taille, comme on fait chez nous, un chantier de trognage. Non. Et c'est pour ça que c'est invisible. Et malheureusement, c'est invisible. C'est ce qui permet à pas mal de gens de dire, ben non, il n'y a rien, il n'y a pas de gestion. Et puis, il y a aussi des pratiques de taille, formation des arbres, contre le pâturage aérien. Pourquoi? Parce que ces arbres-là ont une double production. Ils ont une production fourragère, donc avec les feuilles et les fruits pour les chèvres. Ils ont aussi une production fruitière. Le fruit de l'arganier, c'est la noix d'argan, qui aujourd'hui a été récoltée de toute date, hein, mais qui aujourd'hui est récoltée pour fabriquer l'huile d'argan pour les industries de cosmétiques. Et donc, si on veut conserver pour usage personnel, pour usage domestique, familial ou commercial, les noix d'argan, il ne faut pas que les chèvres montent dans l'arbre. Il y a une autre raison d'avoir des arbres, c'est que les arbres bas, si je me réfère là, c'est difficile de cultiver des céréales là-dessous. Si on veut cultiver des céréales, il vaut mieux avoir des arbres qui ont cette forme-là. Et les forestiers se servent toujours de ces images pour dire, regardez comme les arganiers sont des beaux arbres, regardez, encore une fois, ce qu'en font les paysans. Euh, Ils en font des petits arbres tortueux et mal fichus. Ça, c'est le vrai arganier. Maintenant, ça n'est pas le vrai arganier. Justement, c'est ce qu'on obtient en travaillant longuement et de façon répétée l'arbre pour qu'il forme un tronc et une couronne haute. Sinon, ça va donner un espèce de taillis, de CP haute. Pourquoi? Parce que alors là, vous avez sur la gauche ce que donne un arganier quand il commence à pousser. Et quand il commence à pousser, ben, ça fait d'abord une pousse, une tête qui très vite, le bourgeon terminal va disparaître pour des tas de raisons. Ça peut être des raisons climatiques, qui peuvent être des raisons de broutage par les insectes ou par des animaux qui passent. Et donc, ben oui, ça va faire, à ce moment-là, les bourgeons latéraux prennent le relais et ça fait plusieurs têtes. Donc, si ça pousse, regardez là, même au pied, vous avez déjà deux troncs, on ne va jamais avoir un arbre. Donc, si on veut un arbre, il faut tailler. Et voilà, vous savez ce que c'est quand ça commence à être taillé. Là, on a conservé 3 brins. Et puis, à la fin, on va conserver un brin. Je ne sais pas si vous voyez, parce que moi, sur cette photo à gauche, moi, j'ai toutes pas vos têtes, mais vos noms. Mais là, on voit qu'il y a un tronc unique et la couronne commence à se former. Là, ça veut dire passer régulièrement, couper les rejets, couper tous ces surgeons qui vont pousser sur le tronc, travailler, travailler, travailler pour donner ça. Donc ça, c'est un arbre profondément non naturel, profondément travaillé par les agriculteurs, ce qu'on ignore généralement et malheureusement. Et puis, ben, l'arganier peut être traité aussi pour former des haies. Et là, on voit la structure de la haie, c'est-à-dire là un branchement, un branchage. On favorise les ramifications basses. Est-ce que ce sont des ramifications ou des drageons? Et ça ressemble plutôt à des drageons, tellement horizontaux, sur lesquels vont repartir d'autres arbres qui vont se souder, s'entrelacer. C'est des haies d'une architecture incroyable, formée par les bergers pour empêcher les animaux d'entrer dans les champs de céréales. Se rajoute à ça le fait, là on ne voit pas trop, mais s'il y a des pousses qui vont venir sur les troncs, ben, les animaux vont s'en nourrir et ça peut faire une espèce de carapace verte très épineuse qui rajoute à la structure de la haie pour la protection. Je pense que ça vous rappelle ce qu'on trouve chez nous, hein, c'est la haie plessée, ni plus ni moins. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'encore une fois, comme disait Alain tout à l'heure, ces techniques sont universelles. La haie, c'est quelque chose d'universel et la haie, c'est-à-dire travailler l'arbre
pour former des haies en inclinant les branches, en favorisant le drageonnage, en favorisant le soudage des branches. Là aussi, c'est quelque chose d'universel. Ces autres tailles, on trouve un peu la même chose que l'arganier, que sur l'arganier, va trouver la même chose sur l'acacia. Donc je vous ramène au Sahara, on est au nord du Sahara, en bordure, on n'est pas encore dans ces régions totalement désertiques, mais pas loin. Et le seul arbre qui subsiste ici, c'est l'acacia. Et cet acacia, il nourrit les troupeaux de dromadaires, de moutons et de chèvres. Et je ne sais pas non plus si vous voyez ça ici, hein, c'est sur la droite, si vous n'avez pas toutes vos têtes, mais on voit donc ce que peut donner l'acacia si on ne le traite pas. Il donnera rarement un arbre, il donnera plutôt une cépée haute ou carrément quelque chose d'assez buissonnant. L'acacia, c'est plein d'épines, hein. Et donc souvent, les bosquets d'acacia sont un mix entre des arbres à troncs, souvent à plusieurs troncs, des cépées hautes et des pores buissonnants. Vous voyez là, et là, les troupeaux vont aller se nourrir, ils vont se nourrir des buissons qui sont à terre, mais aussi de toutes ces formes buissonnantes de l'acacia dans lesquelles les chèvres vont pouvoir monter. Ils vont se nourrir des cépées, là on voit une cépée haute. Puis de temps en temps, là vous voyez cette couronne. Et ça, c'est une couronne d'arbres hautes. Et en général, ces couronnes sont travaillées, ces arbres sont travaillés, mais comme sont travaillés les arbres dans les parcours d'arganier, c'est-à-dire en passant, on va couper le rejet, on va couper les petites branches qui gênent, et puis ça peut donner ça. Donc vous voyez là derrière, on a une cépée, hein, on a une cépée avec des branches à terre donc qui forment des buissons. Et puis celui-là, il a été traité en arbre. Pourquoi? D'abord pour la production fruitière, on a vu que c'est important, les fruits d'acacia dans les parcours, et aussi tout simplement pour le confort du berger, c'est-à-dire qu'en été, quand il fait très chaud, et ça commence assez tôt l'été, c'est essentiel d'avoir de l'ombre pour les bergers et pour les troupeaux. Donc ces arbres-là, comme l'arganier, pour être traités en arbre, on va couper tout ce qui pousse par là, par terre, et puis tout ce qui pousse sur le tronc. Et peu à peu, ça va former un arbre. Encore une fois, ce sont des pratiques invisibles parce que c'est pas planifié, c'est en passant, et donc ça n'existe pas puisque c'est invisible. Cette formation de tronc, c'est important aussi parce que dans certains bas-fonds, les années où il pleut, c'est-à-dire une fois tous les 4 ans, 5 ans, 6 ans, on cultive les céréales. Et là, on est une association agroforestière avec culture de céréales. Et pour ça, il vaut mieux avoir des arbres hauts que d'avoir des cépées ou des pores buissonnants. Donc là aussi, formation des arbres pour la céréaliculture. Dans les autres tailles de formation pour l'élevage, on va revenir chez nous au bocage. Ces bocages sont pleins de trognes de diverses formes et de haies. Et c'est vraiment la taille des arbres est pensée à l'échelle du paysage. Parce qu'il s'agit de recréer cette mosaïque forêt-prairie. Et cette mosaïque forêt-prairie, si on revient à cette origine des bovins, c'est forêt claire, hein, les bovins, ils étaient dans les prairies, ils étaient dans les prairies des forêts claires, dans les clairières. Ils étaient au bord des cours d'eau, ils étaient en lisière. Et le bocage, c'est juste un immense paysage de lisière qui convient très, très bien aux animaux, aux bovins en particulier. C'est vraiment, on multiplie les lisières. Donc, multiplier les lisières, c'est aussi multiplier la biodiversité, c'est connecter les petits bois, là encore une fois, faire circuler l'eau, faire circuler les éléments nutritifs, faire circuler les animaux, empêcher l'air, le vent de trop circuler, c'est une orfèvrerie végétale, le bocage. Ça a malheureusement été bien, bien, bien abîmé. Mais dans ce bocage, donc, l'élément essentiel, il y a 2 éléments essentiels, la haie, qui est souvent une haie très taillée, hein, plessée ou pas plessée, et puis des arbres de haute tige, travaillés ou non, taillés ou non, celui-ci l'est très peu. Et puis, voilà, ce que ça peut donner aussi quand le bocage a un petit peu disparu, a été un peu trop remembré, mais on garde ces arbres et on voit très bien que ces arbres sont des anciennes émondes, hein. Ils sont montés assez haut et heureusement qu'ils sont là. Je suis souvent passée par là, c'était pas loin de chez ma grand-mère. Et bien, quand il pleut, les vaches sont là-dessous. Quand il y a du soleil, les vaches sont sous ces 2 pauvres arbres. Elles y sont tout le temps. Quand elles ne se nourrissent pas, elles y sont tout le temps. Et on voit bien, là aussi, avec cette
stable, toute droite, que ben, les vaches ne se privent pas d'aller boulotter ce qu'elles peuvent atteindre de feuillage. Voilà. Alors, d'autres systèmes d'élevage avec l'arbre, là, on va passer dans des systèmes peut-être un peu plus lâches, pâturage sous forêt, avec peu de gestion des arbres. Là, je vous ai mis une photo d'Indonésie. En Indonésie, il y a très peu d'élevage. On est dans la civilisation du végétal. Il y a quand même un tout petit peu d'élevage domestique avec des animaux, des chèvres et des moutons gardés en stabulation essentiellement. On va les nourrir dans leurs étables ou on les emmène pâturer en forêt. Alors là, il y a une chèvre et son petit, donc on ne veut pas qu'elle parte, elle est tenue en laisse, mais souvent, il y a, voilà, les enfants amènent 3, 4, 5, 6 moutons et chèvres de la famille pour aller pâturer en forêt. Donc c'est de l'agroforêt, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de plantes herbacées que les animaux peuvent consommer, mais ils vont aussi manger des jeunes pousses d'arbres. Élevage, tout petit élevage, mais que je tenais à mentionner. L'élevage forestier en Europe, il a quasiment disparu, sauf pour la chèvre. On trouve encore pas mal d'exemples de parcours pour les troupeaux caprins en forêt, en Corse évidemment. Et puis là, c'est cette fameuse chèvre du Rove qui est très à la mode, qui a été conservée, réhabilitée par les quelques agriculteurs sur l'arrière-pays de Marseille essentiellement, hein, et qui en ont profité pour labelliser le fromage, la brousse issue du lait de cette chèvre. Ce n'est pas une chèvre très productive en lait. Elle n'était d'ailleurs pas élevée pour ça, plutôt pour la viande, et puis plutôt par le rôle qu'elle avait dans les troupeaux de caprins et de moutons, en particulier dans les périodes de transhumance. Mais voilà, aujourd'hui, la plupart de ces troupeaux pâturent dans ces forêts de pinèdes. Ces pinèdes dont le sous-bois est essentiellement du chêne kermès et du lentisque. Et en plus de produire cette brousse du Rove, qui est maintenant en appellation d'origine, en broutant le chêne kermès, elles permettent de débroussailler. C'est des chèvres incroyables, c'est des débroussailleuses sur pattes, elles mangent de tout, elles se nourrissent jusqu'à 1,50 m de hauteur, elles nettoient tout le sous-bois jusqu'à 1,50 m de hauteur. Si vous avez essayé de pénétrer dans un sous-bois non parcouru par les chèvres dans une pinède sur les hauteurs de Marseille ou de Montpellier, vous verrez à quel point c'est inextricable. On passe pas. On passe pas. Le chêne, pardon, le pin d'Alep, c'est un pin qui a une écologie de feu, hein, et qui aime beaucoup le feu. Et donc, si le sous-bois n'est pas nettoyé, bah, tous les 20 ou 30 ans, ça brûle, avec tous les problèmes que ça peut entraîner. Donc, ce pâturage des chèvres, ce nettoyage par les chèvres des sous-bois d'épinèdes est essentiel. C'est un moyen de lutte contre les incendies. Et d'ailleurs, il y a pas mal maintenant de contrats qui sont passés entre les DDE et les chèvriers pour que les chèvres viennent nettoyer les sous-bois. Bel exemple. Et puis, sur les porcs, ben, il y a une espèce de retour aujourd'hui. Alors, c'est encore minime puisque 95% des porcs sont élevés en batterie de façon industrielle et qu'à peine 1% des élevages sont des élevages soit biologiques, soit en parcours naturel. Mais il y a quand même de nombreuses initiatives de réintroduction du porc en forêt, parce que le porc, c'est l'animal forestier par excellence, et qu'en forêt, il se nourrit de tout, des herbes, des herbacées, des petites feuilles, des jeunes pousses d'arbres, des buissons, des racines, des petites bêtes qu'il y a dans le sol. Il se nourrit vraiment de tout. Donc, il y a de nombreuses initiatives collectives aujourd'hui autour de la réhabilitation, de l'association entre le porc et l'arbre. Et puis, pardon, je ne suis pas allée dans le bon sens. Et puis, plein d'initiatives privées de réintroduction des cochons dans les sous-bois, dans les bois. Et il y en a partout. Alors, on va trouver ça partout en France, dans le Jura, en Ariège, sur le Larzac. Des exemples comme ça, j'en ai à l'appel, hein, j'en ai relevé à l'appel dans les journaux. Bon, numériquement, sur le nombre d'éleveurs de cochons, c'est pas énorme, mais par contre, ça se multiplie et c'est tout à fait intéressant, avec donc un essai de réhabilitation des races rustiques. Hein, là, vous avez un porc noir et puis là, comment s'appelle ce porc un peu frisé, dont j'ai oublié le nom, mais voilà, donc tout un travail sur aussi la qualité de la viande à travers l'alimentation et les recherches sur la race.
Renaissance aussi du sylvopastoralisme ovin, qu'après on a vu des exemples, mais le sylvopastoralisme ovin est aussi en train de revenir à la mode. Il y a, je crois que c'est la Chambre d'agriculture d'Ariège qui lance des initiatives pour réintroduire les troupeaux dans les forêts, avec là aussi des races rustiques, hein, parce que les gros cochons, les gros moutons, ils ont du mal à marcher dans la montagne, très vite ils sont fatigués, ils se cassent les pattes. Donc race rustique capable de parcourir la montagne, et souvent là aussi pour participer au nettoyage de la forêt, puisqu'il n'y a plus personne qui va nettoyer la forêt qui autrefois était nettoyée à la fois par l'élevage et par les agriculteurs qui allaient récolter tout ce dont ils avaient besoin. Et bien même les vaches, on va les remettre en forêt. Et il y a pas mal d'exemples de ces élevages de vaches Highland, ces petites vaches que j'adore, qui sont toutes mignonnes, toutes petites, extrêmement rustiques, et qui, elles aussi, vont être réintroduites dans des milieux forestiers, un peu pour la production de viande, mais surtout parce que c'est des milieux qui sont pas, soit qui sont pas exploitables par d'autres animaux, enfin, ouais, ça pourrait être exploitable par des moutons et des caprins, mais ces races rustiques permettent de valoriser des végétations qui, sinon, reviennent à la forêt, et à la forêt complètement embroussaillée. Donc, encore une fois, une association entre la production de viande et une action d'éclaircissement, de nettoyage de la forêt qui est très intéressante au moment où le climat s'aridifie et où les incendies de forêt sont de plus en plus importants. On retrouve cet exemple-là de troupeaux qui sont mis en forêt pour lutter contre les incendies dans les grandes forêts d'épinettes de Colombie-Britannique, au Canada. Et vous voyez que là encore, il y a une association entre les éleveurs et les forestiers pour participer à l'entretien de la forêt. Tout à fait intéressant. Et puis, dans des pays où le sylvopastoralisme n'existait pas, eh ben une émergence, mais alors fulgurante, de ce sylvopastoralisme qu'on va trouver au Costa Rica ou ici en Colombie, avec, là on a, sur le dernier rapport que j'avais vu, 32 000 hectares en sylvopastoralisme bovin, avec des fermes familiales, et pour ça on va utiliser les arbres rémanents, et puis on va planter des arbres, 2,6 millions d'arbres plantés. Et dans ce pays chaud, si on veut faire de l'élevage bovin, il est essentiel d'avoir des arbres, parce que, outre le fourrage, ça va produire de l'ombre et de l'humidité, et c'est essentiel pour que les bovins ne sèchent pas sur pied. On retrouve un peu la même chose donc dans ce parc arboré d'Espagne, les DSA, j'en ai parlé tout à l'heure, où une partie de l'élevage est l'élevage de ces taureaux espagnols. Et on trouve ça aussi avec le taureau de Camargue. Alors le taureau de Camargue, il peut être élevé en Camargue sur des étendues qui n'ont pas d'arbres, mais il est aussi élevé dans ce parcours-là, c'est du frêne, hein, dans ces parcours un petit peu marécageux, euh, forêt claire, hein, où il n'y a pas abondance de graminées, mais on va le trouver aussi en garrigue. Et autour de Montpellier, en garrigue, dans des endroits très caillouteux, on a aussi ces petits taureaux de Camargue qui sont élevés et qui là vont beaucoup, beaucoup manger du chêne vert, chêne kermès. Et puis, c'est toujours associé à des pâtures, hein, puisque les bovins ont quand même besoin de graminées. Mais c'est un élevage qu'on trouve de plus en plus en garrigue autour de Montpellier, en tout cas. Ça rappelle les parcs arborés d'Afrique, les parcs donc à Acacia albida au Niger, Acacia tortilis en Afrique de l'Est, en Éthiopie. C'est la même chose que tout ce dont je vous ai parlé. Là, c'est les bovins parcourent ces forêts claires en se nourrissant à la fois des herbes, pardon, et puis des fourrages foliaires qu'on va leur donner. Et ça, toute l'Afrique de l'Ouest et une grande partie de l'Éthiopie et de l'Afrique de l'Est sont parcourus par ces troupeaux de bovins. Autre système d'élevage avec l'arbre, ce qu'on appelle les pré-vergers, c'est vraiment l'association d'une production fruitière qui n'est pas destinée à l'élevage, cette fois-ci, on n'est pas dans la DSA, et puis de l'élevage, souvent de bovins, dans des prairies au pied des arbres, au pied des vergers. Les pré-vergers les plus connus, c'est dans l'ouest de la France, avec les pommiers ou les poiriers, qui étaient cultivés essentiellement pour la production de cidre ou de poirées, pour les poiriers, et avec une production laitière en dessous,
la vache à camembert. Hein, c'est pas de la. Quand sur les boîtes de camembert, il y a une vache et un pommier, ben c'est pas des blagues, c'est vraiment un système qui existait, qui existe encore. Association verger fruitier élevage, là on retourne en Corse dans la Châtaigneraie. La Châtaigneraie, c'est un verger fruitier, hein, on est sur des grands arbres qui ont une allure forestière, mais c'est quand même cultivé pour la châtaigne. Et l'essentiel de la valorisation de la châtaigneraie aujourd'hui, en tout cas, c'est à travers le porc. Donc ces porcs qui vont se nourrir de tout ce qu'ils peuvent et en particulier qui vont s'engraisser en automne à la châtaigne avant d'être abattus à partir du mois de décembre. Et ça donne encore une fois des très bons produits de charcuterie qui ont été labellisés il n'y a pas très longtemps. Ce pâturage sous châtaigneraie, on va le retrouver beaucoup en Cévennes. Alors aujourd'hui, la châtaigneraie, elle est un petit peu abandonnée, les châtaigniers ne vont pas bien. Et là, il y a beaucoup de troupeaux de moutons qui vont passer sous les châtaigniers pour se nourrir à la fois des, des herbacées qui sont dans les châtaigneraies et puis de ce qui tombe. En saison, les châtaignes et les bogues de châtaignes. Mais autrefois, et ça on pourrait le réenvisager, là vous voyez, les châtaigniers ont aussi cette habitude de beaucoup rejeter à la base, hein, c'est le porte-greffe qui rejette. Et autrefois, et puis ça peut rejeter aussi sur le tronc assez haut, et donc autrefois, les moutons soit allaient manger directement ces rejets sur le tronc, soit les rejets étaient coupés et donnés à manger au bétail. Et ça entretenait le châtaignier, ça évitait qu'une partie de son énergie passe dans l'alimentation de ces surgeons, de ces rejets, qui ne sont pas des bons rejets pour la production fruitière. Donc c'est quelque chose dont on peut se souvenir si besoin. Il y a pas mal d'arbres qui produisent ces rejets. Là, on a la même chose, hein, pâturage de bovins sous verger fruitier dans une agroforêt en Indonésie. Et puis, on trouve pas mal, ça aussi, toujours en Indonésie, sous cocotier. Cocotier ayant un feuillage suffisamment léger pour laisser passer assez de lumière pour faire pousser de l'herbe. Et là, il y a pas mal de bovins qui sont en pâture libre ou pas tout à fait libre sous les cocotiers. Et puis, on va passer, je ne sais pas quelle heure il est. Alice, tu sais? Il est 10h07. Bon, on aura le temps. À d'autres élevages, et les élevages de volailles. Alors, je vous ai dit que les poules, c'était originaire de la forêt dense, hein, du sous-bois forestier. Et il y a un retour, petit retour timide, mais ma foi, à l'époque où on en est à oxyre, je ne sais pas combien de millions de poulets, de canards à cause de la grippe aviaire, on peut se demander si on ne pourrait pas passer à d'autres méthodes d'élevage qui sont un petit peu moins destructrices. Donc voilà, un retour de l'association d'arbres et de végétation un peu dense à l'élevage, en particulier l'élevage de poules. Alors le sous-bois, dans ces cas-là, le sous-bois, c'est d'abord une source de nourriture. Il y a des graines, il y a des vers, il y a des petits animaux, il y a plein de choses, il y a des herbes, et tout ça, les poules ont l'habitude d'en manger, c'est leur ration, c'est leur. Et puis, il y a l'élevage aussi comme abri. Et ça, c'est important aussi si on veut élever des poules en plein air. Hein. Il y a quand même des rapaces, il y a des menaces dans le ciel et les animaux, les poules aiment bien se réfugier quand elles ont ou mangé ou pour manger ou quand elles ont mangé sous les arbres. C'est aussi un abri contre la chaleur. Enfin, tout ça est très bien et très utile. Et donc, l'arbre aujourd'hui devient aussi, pour certains élevages de poules, un gage de qualité. C'est vrai pour les poulets de Loué, je pense que c'est vrai pour les poulets des Landes aussi. Tout ce qui est mis en avant, et c'est dans le cahier des charges, c'est un parcours arboré. Un parcours, vous voyez ici, de très beaux exemples d'élevage de volailles associés aux arbres. On peut trouver aussi des élevages de volailles avec arbres fruitiers. Hein, on a quelques exemples, cerisiers, pommiers, châtaigniers. Tout ça va assez bien ensemble. On va trouver la même chose avec les canards. Donc c'est aussi intéressant. Le canard étant aussi un animal d'origine forestière. Hein, c'est un animal qui aime bien les lacs et les lacs. Mais les canards sauvages, ils vont nicher dans les arbres. Ils ne nichent pas à terre. Et donc un environnement là aussi qui procure des abris
pour les canards. Et puis, voilà, ça peut être aussi des canards en pâture bocagère, donc avec des arbres et de l'herbe. Ils ont quand même l'air un peu mieux que dans leur grand hangar. On a quelques exemples à fouiller parce qu'il doit y en avoir plus, mais avec des élevages d'oies. Et donc là, on est plutôt sur de la production de foie gras. Donc, des foie gras agroforestiers, je pense que Alain pourrait vous en parler bien mieux que moi. Et puis des dindons, les dindes, je vous l'ai dit, hein, c'est un animal des forêts d'Amérique. Et la dinde se plaît très bien dans ces milieux forestiers. Donc, encore une fois, pour le bien-être animal, pour la nourriture, pour la qualité des produits de ces animaux, pourquoi pas réenvisager la forêt. On va passer à 2 derniers animaux d'élevage dont on n'a pas trop l'habitude de parler. D'abord, c'est les abeilles, et puis la surprise pour la fin. Donc, les abeilles, c'est des animaux qui, dans la nature, nichent soit dans les falaises, soit dans les arbres. Là, vous avez un essaim dans un arbre en Inde. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples d'apiculture traditionnelle où on va installer des ruches dans les arbres. Ça, on trouve ça partout, partout dans le monde. On installe les ruches dans les arbres parce que les abeilles vont aller se nourrir des floraisons de la forêt et puis vont nicher dans un milieu dans lequel elles ont l'habitude de nicher naturellement, qui les met aussi à l'abri de pas mal de prédateurs, en particulier en Europe, les ours. Il n'y en a plus chez nous, mais il y en a encore ailleurs. Et on peut avoir des forêts qui sont entièrement, entre guillemets, cultivées pour la production de miel. Et ça, on retourne en Éthiopie, on est dans cette forêt d'acacia d'Éthiopie. Tout à l'heure, je vous ai montré que c'était des parcs agroforestiers qui étaient utilisés pour l'élevage bovin, mais c'est aussi utilisé, là vous voyez quelques chèvres, et c'est aussi utilisé de façon très abondante pour la production de miel d'acacia. Et ce miel d'acacia, celui-là, il est absolument délicieux. Ce que vous voyez là, les arbres, ce n'est pas un défaut de la photo, c'est les floraisons des arbres. Les acacias sont en fleurs, des fleurs jaunes, et c'est absolument extraordinaire. Quand on est là-dessous, ça bruisse, c'est des véritables... On ne peut pas parler d'usines à abeilles, parce que ce pas des usines, mais c'est le monde des abeilles là-haut. Et en Éthiopie, on cultive beaucoup on entretient beaucoup de ces arbres, des acacias, mais aussi des cheflera pour produire du miel. On a aussi, de façon un peu plus moderne, l'installation de ruches sous les arbres. Ça permet aussi de tempérer un peu l'habitat des abeilles, qui n'aiment pas trop se retrouver en plein soleil, parce que là, il faut qu'elles ventilent les ruches pour maintenir la température de la ruche constante, et ça leur demande beaucoup d'énergie. Donc, réintroduire des ruches sous couvert arboré, là vous avez donc des ruches sous caféier en Inde. Les abeilles vont se nourrir des fleurs de café. Vous avez les ruches ici en France sous acacia, dans des petits bosquets d'acacia pour le miel d'acacia. Les ruchers de Cévennes, là je vous ai mis les ruchers traditionnels avec des ruches-troncs en troncs de châtaignier, mais c'est aussi pour le miel de châtaignier. On peut trouver des ruches beaucoup plus modernes, voilà, etc., etc. Et puis dans le maquis, avec ces miels de maquis qui sont des miels de thym, de romarin ou de lavande, ou le tout mélangé, on installe aussi les ruches à l'ombre. Et les poissons. Alors là, les poissons, on n'a pas encore essayé d'envisager l'agroforesterie avec l'élevage de poissons. Donc la plupart des élevages de poissons, c'est des choses industrielles ou semi-industrielles. Là, on est dans la mangrove, donc pour un élevage de crevettes en Indonésie ou à Madagascar, je ne sais pas. Et on a, pour ça, on a coupé la forêt. On a coupé la mangrove pour installer les élevages de poissons, et avec tous les problèmes que ça peut introduire, surtout aujourd'hui avec l'élévation du niveau de la mer. Mais je vous rappelle que le tsunami qui a eu lieu à Sumatra il y a quelques années, une grande partie des dégâts sont imputés au fait que la mangrove avait été coupée. Et la mangrove, ça faisait un écran, en particulier pour ces événements dramatiques. Quand il n'y a plus d'écran, les vagues pénètrent jusqu'où elles peuvent pénétrer. Alors, on a quelques exemples en milieu tropical d'élevage de poissons sous forêt ou sous agroforêt. Là, on est à Java, où toute l'agriculture est extrêmement intensive parce qu'il n'y a pas beaucoup de terre, il y a beaucoup de gens.
Et donc, dans les villages, on élève les poissons, qui sont des carpes essentiellement, sous les agroforêts. Donc, il y a des fruits qui vont tomber, des feuilles, d'autres déchets animaux qui vont nourrir les poissons directement. Ces poissons, on ne les nourrit pas autrement. Ça fait de l'ombre, ça fait voilà, c'est tout bien. Et dans toutes les agroforêts, on trouve ces petites mares. Vous voyez, il y a même la cuisine qui est là, c'est là qu'on va venir faire la vaisselle. Et donc, il y aura aussi les déchets de cuisine, tout va bien. Et puis, il y a eu cette très belle étude, ce livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps, qui est traduit aujourd'hui par Augustin Berg, La forêt amante de la mer. Et l'homme qui a écrit ça est un Japonais qui élève des huîtres et qui s'est aperçu que ces huîtres commençaient à mourir parce que la mer dans laquelle il y avait ces huîtres était envahie par des algues rouges et que rien n'allait plus. Et puis il a fait un petit voyage en France pour voir les élevages d'huîtres dans l'estuaire de la Loire. Il a dit, mais tout va bien, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça va si bien? Il a remonté la Loire, il a regardé. Il a vu que le long de la Loire, il y avait beaucoup d'arbres encore, pas mal de forêts. Et il s'est dit, mais oui, bien sûr, si ça se trouve, c'est évident, c'est la forêt qui permet d'élever les huîtres dans des bonnes conditions. Et tout son livre, c'est vraiment ces relations intimes entre la forêt d'amont et tout ce qui se passe en aval. Et qu'est-ce qui se passe quand on a des arbres auprès des rivières? La forêt, ça nourrit le poisson, pas uniquement dans les rivières. Il y a les feuilles mortes qui forment de l'humus, et ces sols qui sont des sols vivants vont agir comme des filtres au niveau de l'infiltration de l'eau dans les sols et donc aussi de la qualité de l'eau des rivières. Et puis cet humus, il va libérer dans les rivières, dans l'eau, des éléments nutritifs qui vont nourrir des algues et qui vont nourrir du plancton et qui vont être consommés par les poissons. Donc c'est à l'origine de cette chaîne d'alimentation des poissons. Donc toute cette chimie forestière, et certainement pas que de la chimie, il y a beaucoup d'autres choses, va profiter aux rivières et aux océans. Ça, on ne le sait pas bien encore, hein, ça commence juste à poindre. Et là, je vous ai mis une photo d'un abatis à Sumatra. C'est un abatis, ça veut dire que là, on voit sur la gauche de la photo, c'est un peu clair. Quand les agriculteurs vont faire leurs abatis en forêt, c'est-à-dire qu'ils coupent la forêt pour planter du riz, dans les systèmes traditionnels, ils doivent maintenir une bande de forêt sur 10 ou 20 mètres autour des cours d'eau. C'est exactement de ça dont il s'agit, c'est-à-dire protéger l'eau, protéger la qualité de l'eau, protéger les poissons. Donc cette science des relations entre l'eau, la rivière, la forêt et la mer, ces populations ont la maîtrise. Et il y a toute une région dans l'est de l'Indonésie, aux Moluques, où il y a tout un système de gestion combiné de la forêt et des rivages marins. C'est-à-dire que, et là, quand on étudie, ils disent que tout est lié. La gestion de la forêt va influencer le nombre de poissons dans l'eau. Donc, il y a des choses qui sont interdites et permises en forêt selon le cycle de reproduction des poissons. On est toujours dans le même sens et c'est dommage que on ne connaisse pas ça de façon plus intime. Quelques petits exemples de pisciculture qui vont réintroduire l'arbre. J'ai trouvé un exemple d'élevage de truites qui essaie de reproduire l'écosystème d'origine, donc en mettant des bassins qui ne sont pas des bassins, mais qui sont quand même alimentés en eau, parce que les truites ont besoin d'eau courante, mais qui sont autour des arbres, entourés d'arbres. Un exemple ici d'élevage en Côte d'Ivoire de tilapia qui sont dans un environnement forestier. J'essaye de trouver la référence parce qu'il y a certains de ces élevages de poissons qui ne sont pas nourris. C'est-à-dire que la seule nourriture est apportée par les arbres. Et la prochaine fois, j'espère avoir la référence pour vous en parler. Et puis, pourquoi ne pas envisager un élevage de crevettes? Alors certes, moins intensif, mais dans des mangroves, conservées en tant que mangroves, donc qui permettraient de protéger les rivages à un moment où c'est essentiel de protéger les rivages, comme je le répétais tout à l'heure, parce que l'eau monte. Alors cet élevage et les dynamiques forestières, finalement, avec tous ces exemples, on en est où? On peut certes avoir ça sur pâturage, ça existe partout, c'est pour ça que les forestiers n'aiment pas les animaux. Voilà, là on est, ce berger, il est couché au pied de hêtres. Hein, les hêtres, quand ils sont
Quand ils sont surpâturés, voilà ce que ça donne. Et puis, vous voyez dans les montagnes à l'arrière, il n'y a pas de forêt sur le haut. Il y a des forêts sur le bas quand même, hein, mais bon. Et donc, on peut se dire, l'élevage, c'est pas bon pour la forêt. Oui, quand il y a trop de densité d'animaux, effectivement, c'est pas très bon pour les arbres si c'est pas géré de façon à permettre la cohabitation entre l'arbre et l'élevage. Et là, on a vu que la trogne, c'était la meilleure solution pour la cohabitation entre l'élevage et l'arbre. Et puis il y a ça, c'est-à-dire qu'on a aussi des pays, et j'aurais pu vous mettre une image de DSA, où les arbres ont été conservés grâce à l'élevage. On a construit, pensé des systèmes arborés autour d'eux pour l'élevage. Et donc, oui, c'est indéniable que certaines formes d'élevage aujourd'hui très extensifs, où on réduit au maximum les coûts, sont des facteurs qui sont dramatiques pour la forêt, en particulier en Amazonie. Ça, c'est indéniable. Je reviens à ces exemples de bocage. Est-ce que c'est l'élevage la menace? Là, on voit bien que ça n'est pas l'élevage la menace. Sauf que là, c'est un élevage pour la viande et que c'est de moins en moins rentable. C'est des histoires de primes, hein, c'est des histoires de directives européennes. Et il y a eu le remembrement, et puis très vite, les agriculteurs, parce que pour des tas de raisons, parce que l'élevage, il faut être là tout le temps, enfin, ça demande beaucoup plus de présence sur le champ quand on ne fait pas de stabulation. Et les éleveurs ont préféré soit faire de la stabulation et cultiver des céréales, soit passer complètement aux céréales. Et voilà à peu près au même endroit ce que ça donne. Là, avant, c'était un bocage, hein, ça je vous l'assure. Aujourd'hui, on est sur ces champs, grands champs cultivés en céréales avec quelques arbres conservés, des petits bosquets. Mais souvent, on arrive à ça. C'est-à-dire qu'on a enlevé l'élevage, du coup, on a enlevé toutes les structures arborées qui étaient dans ces paysages. Donc, si on arrête complètement l'élevage, qu'est-ce que ça va donner? Parce qu'on dit qu'il faut arrêter l'élevage pour le bien-être de la planète et des forêts. Et bien, ça risque de donner ça, c'est-à-dire on va continuer à cultiver les céréales. On ne les cultivera plus pour les animaux, mais on les cultivera de façon de plus en plus intensive pour nourrir les humains. Et voilà, bon là, c'est un petit peu provocateur comme image, mais la culture de céréales, c'est de l'intensification à outrance, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui reste, il n'y a même pas de vie, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie dans les sols, il n'y a que des pauvres grains de blé qu'on essaye de faire germer et puis qu'on récolte, et où est la vie là-dedans? Donc, la thèse que je défends devant tous ces gens qui disent qu'il faut arrêter de manger de la viande parce que c'est pas bien, c'est de dire que l'élevage, ça contribue au maintien des paysages arborés, ça contribue à l'existence des arbres dans nos paysages, que si on arrête l'élevage, il y aura moins d'arbres. Alors évidemment, ce n'est pas n'importe quel type d'élevage. Et c'est pour faire comprendre que le problème, ce n'est pas l'élevage, le problème, ce n'est pas la viande, le problème, c'est vraiment le système, l'agriculture industrielle, l'intensification de l'agriculture et ce qu'on fait faire aux animaux et ce qu'on fait faire aux plantes, hein, aux céréales, pour qu'elles crachent un maximum. Donc le problème, ce n'est pas la viande et ce n'est pas que nous, on consomme de la viande, le problème, c'est le système qui va nous fournir de la viande. Et là, on va finir un petit peu sur cette éthique de l'alimentation. Est-ce que arrêter de manger de la viande, c'est bien? Voilà. Bon, effectivement, bien-être animal. Si on ne montre que ces images, et on revient à ces systèmes aberrants d'élevage intensif, voilà, bon, facile, hein, ça c'est un procédé facile que je vous fais là, je substitue une image à l'autre, mais dans ces systèmes-là, on peut reparler du bien-être animal. Et oui, ces animaux sont dans des conditions qui sont proches de leur, en tout cas dans lesquelles ils peuvent exprimer leur mode de comportement, leur mode de rapports sociaux, leur mode d'alimentation, donc beaucoup moins de stress. C'est vrai qu'on va quand même les tuer à la fin pour les manger. Et c'est là où on en vient, et là je fais appel à Emmanuel Ecocha, ce philosophe qui a beaucoup parlé des plantes. Nous sommes des êtres hétérotrophes. Ça veut dire que nous utilisons pour nous nourrir des matières organiques qui sont fournies par d'autres organismes vivants. Donc en gros, nous, pour vivre, on consomme toujours du vivant, que ce soit de l'animal ou du végétal. Quand on dit qu'il faut arrêter de consommer de la viande parce que c'est pas bien, on va reporter toute la pression de notre alimentation sur les plantes.
Et donc, de quel droit est-ce qu'on va établir cette hiérarchie de fait entre animaux et plantes? Les antispécistes, ils se disent non, les hommes n'ont pas le droit d'établir de hiérarchie entre eux et les autres espèces. Mais il faut arrêter de manger de la viande. Eh bien oui, là, on introduit une hiérarchie entre les animaux et les plantes. Les animaux, on peut les manger, on ne peut pas les manger parce que ce n'est pas bien, on les tue. Quand on mange une plante, on mange un tissu qui a été vivant, on tue aussi du vivant. Donc, de quel droit est-ce qu'on va établir cette hiérarchie entre animaux et végétaux du point de vue de notre alimentation? Effectivement, on est plus proche des animaux, donc on va être plus empathique envers eux. La plante, c'est compliqué. On est dans de l'altérité totale. On est quand même dans du vivant, comme nous. Dans de quel droit est-ce qu'on établit cette hiérarchie? Pourquoi est-ce qu'on va reporter la mort ou la mise à mort sur les plantes sous prétexte de protéger les animaux? Ça, c'est des vraies questions de philosophie à débattre, de débat citoyen. Voilà. Est-ce que c'est une question de morale ou est-ce qu'on ne pourrait pas formuler les choses autrement, c'est-à-dire faire plus attention à ce qu'on mange, pas essayer de ne pas réduire les coûts au maximum pour notre nourriture, faire des politiques économiques et des politiques agricoles qui sont différentes, qui vont permettre de mettre un peu les animaux et les plantes sur le même plan et qui vont surtout permettre de nous réapproprier notre alimentation, c'est-à-dire de reconnaître que oui, nous mangeons des êtres vivants et qu'il ne faut pas manger n'importe quoi, n'importe comment, mais que si on veut continuer à vivre, on va continuer à manger des êtres vivants. Voilà. Je terminerai là-dessus et je vous remercie pour votre attention. Je vous laisse sur cette belle image d'élevage en bordure de Bourgogne avec ces trognes de saule. Ces vaches, ces marécages, elles sont exactement dans leur écosystème préféré. Merci. Merci. Merci Geneviève pour cette présentation. C'était super intéressant. Alors maintenant, on va faire un petit moment pour poser des questions, que ce soit sur les systèmes avec les trognes ou sur les questions plus philosophiques liées à la consommation de viande, si vous le souhaitez. Il y avait une question dans le chat pour toi, Geneviève, il y a un moment. Est-ce qu'il y a des exemples d'ânes sous forêt, notamment en France et en Europe? Les ânes, moi, j'ai jamais vu d'élevage d'ânes. Il y a toujours au Maroc, il y a énormément d'ânes et les ânes, ils sont sous les arbres d'abord parce que sinon il fait trop chaud et ils mangent ce qu'ils peuvent. Donc oui, on leur apporte plutôt de l'herbe. Mais des élevages d'ânes, effectivement, j'en connais pas. Et je sais pas, là, je vais aller habiter en Cévennes et on m'a dit, bah, tiens, juste à côté de toi, il y a un élevage d'ânes et comme c'est entouré de châtaigniers, je pourrais répondre la prochaine fois parce que peut-être que ces ânes, ils sont sous châtaigneraie. Donc, réponse à venir. Oui, merci. Alors, à vous la parole, les participants. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions sur cette super présentation? Ils sont tous partis. Oui, non, ils sont timides. Ok, moi je vais poser une question alors. J'aimerais savoir si en ce moment en Europe, enfin en France, tu es au courant de la réhabilitation de l'arbre pour l'aliment de fourrage. On a beaucoup parlé des parcours, enfin mettre les animaux sous les parcours, et je voulais savoir si on donnait aussi à manger aux animaux quand on taille, quand on trogne les arbres aujourd'hui, un peu comme les exemples que tu montrais en atlas. Le frêne, c'est certain. Le frêne, c'est encore très, très, très actif. Et j'ai vu il y a quelque temps toute une étude de l'INRA, où l'INRA redécouvrait le fourrage arboré. Ils disaient, mais c'est incroyable, les animaux peuvent manger du fourrage. C'est dommage, les paysans ne l'ont pas compris. Ça m'a fait dresser les cheveux. Je pourrais retrouver ça quelque part. Et donc l'INRA mène quelques expériences effectivement d'alimentation directe des animaux en fourrage foliaire. Je n'ai pas plus de détails là-dessus, mais je sais qu'ils s'y sont intéressés. Je ne sais pas s'ils continuent à s'y intéresser. Mais avec ce truc, on a découvert un truc génial. Et dommage que les paysans n'aient pas compris ça. Voilà. Je pourrais retrouver ça. Je vous enverrai la petite publication.
Donc, en fait, il y a une vraie question de savoir, en fait, qui ont été sous certaines latitudes Le perdus. mûrier blanc, a priori. Pardon? Je disais le mûrier blanc. D'accord. Ouais. Pardon, le mûrier blanc, j'ai vu qu'il y avait un centre de recherche qui s'occupait de ça, du coup, a priori en Ariège. Je ne sais pas si c'est l'INRA ou autre chose. D'accord. Ils ont planté, je crois, 5000 mûriers blancs sur 0,2 hectares. Ouais. Et ils lâchent les vaches comme ça au milieu, en fait, et elles se servent à volonté. C'est beau à voir. D'accord. Oui, oui, oui. Arbre qui résiste assez bien à la sécheresse, a priori aussi. Ouais. Ah bah oui, il y a sur le chat, là, il y a une... L'INRAE de Lusignan. Ouais, l'INRAE de Lusignan. Ouais. Voilà. Le 5 avril, d'ailleurs, à Arbre et Paysage, dans le Gers, on va aller trogner, ou aller voir en tout cas des trognes de mûrier blanc, d'anciennes trognes sur une parcelle. On a mis l'information sur notre page, le site internet, si ça intéresse quelques personnes qui sont dans le coin. On va aller faire une balade pour regarder ces trognes-là. Même si ça fait longtemps, je pense qu'il n'y a plus d'élevage qui y est associé. C'était avant pour la sériculture. On n'a pas parlé des vers à soie, mais c'est très limité. Oui, je n'ai pas parlé de vers à soie parce qu'il y en a quasiment plus. Hein. D'accord. Donc aujourd'hui, il faut militer pour remettre l'arbre dans l'élevage. C'est la conclusion. Bah, oui, puis bien insister sur le fait que si on arrête complètement de manger de la viande, on va reporter toute la pression sur les plantes. Enfin, je sais pas, c'est intéressant aujourd'hui, le public commence à comprendre que les arbres et puis les plantes en général, c'est peut-être pas uniquement des usines à faire des feuilles et puis ou des éléments de décor de paysage. C'est aussi des êtres vivants. Voilà, il y a toute une sensibilisation, il y a beaucoup de recherches qui vont dans ce sens. Et donc, commencer aujourd'hui à parler du fait que pourquoi c'est mal de manger de la viande, pourquoi c'est bien de manger de la plante, il faut avoir des bonnes raisons. Enfin, est-ce que c'est bien en soi ou est-ce que c'est bien à cause des systèmes de production ou est-ce que, enfin, voilà. Et commencer à sensibiliser les gens sur, voilà, c'est manger de la plante, c'est aussi manger du vivant. Parce que ça, je pense que c'est pas entré dans les têtes. Quand on mange une tomate, on mange un fruit. Quand on mange du blé, on mange des graines. Qu'est-ce qu'il y a de plus vivant qu'une graine? Donc, voilà. Alors, il y a plein de questions dans le chat. Alors, on va faire dans l'ordre. Le frêne de l'Atlas, quel est son nom? Son nom scientifique? Il y avait le frêne dimorphe, Fraxinus dimorphe, je ne sais plus exactement. Je trouve la page. Voilà, frêne dimorphe. Et puis, il y a le frêne élevé, là, le Fraxinus, je crois que c'est Excelsior ou c'est... je ne sais pas... C'est pas les frênes, c'est pas les mêmes que chez nous. Hein. D'accord. Mais potentiellement, il pourrait s'implanter dans la région méditerranéenne à terme. Frêne de l'Atlas, il faut essayer. Il faut arriver à avoir des graines. C'est compliqué parce que les graines sont très vendues sur les marchés. Ça fait partie des épices qui rentrent dans les ras el hanout. D'accord. Enfin, voilà. Il y a Isabelle qui nous demande comment diffuser ces arguments en faveur de l'arbre et de la défense de l'élevage. Eh bien, j'ai un petit livre, hein, entre autres. Moi, on est en train de finaliser avec Alain un livre sur les exemples marocains, mais c'est vrai que ça vaudrait peut-être le coup de faire quelque chose vraiment orienté élevage et de façon beaucoup plus large que le Maroc. Voilà. À réfléchir. Mais ça germe dans ma tête. Alors, je prends la parole, donc c'est moi qui ai posé la question. C'était au niveau local aussi, comment agir auprès des éleveurs ou des gens qui sont passés effectivement dans la culture, qui ont lâché l'élevage, hein, parce moi je suis en plein bocage bourbonnais, donc on a effectivement des agriculteurs qui lâchent
qui lâchent l'élevage parce que, bon, pour diverses raisons. Donc, comment arriver à les motiver pour garder un peu d'élevage ou comment voilà, leur faire comprendre la place de l'arbre qui semble une évidence hein, pour les gens qui sont là aujourd'hui, bien sûr. Mais voilà, en fait, c'est un peu les moyens. Comment vous partez un peu, porter la bonne parole, quoi. C'était ça ma question et comment on peut faire. Moi, souvent, les arguments qu'on m'oppose sur la présence des arbres, c'est oui, mais enfin, avec vos arbres un peu partout, les haies, les machins, tout ça, on ne va pas pouvoir faire passer nos gros tracteurs. Moi, ma réponse, c'est de dire, bon, ok, vous avez des gros tracteurs, certes, mais vous en êtes arrivé là pour des tas de raisons qui vous n'êtes pas vraiment responsable, mais est-ce que, au lieu de penser l'architecture d'un système de production en fonction de la machine, ce qu'on nous a amené à faire, hein, parce que est-ce qu'on ne pourrait pas penser l'architecture du système de production et d'adapter les machines à ces architectures de système de production, ce qui serait peut-être plus intelligent, hein. Ça, c'est une façon de répondre en nous disant si l'arbre est gênant aujourd'hui, c'est à cause de vos machines. Donc, si on veut vraiment maintenir des arbres parce qu'on en a besoin, il faut repenser les machines. Mais ça, ce n'est pas la même chose que repenser l'élevage. Et c'est vrai que pour l'instant, ce qui drive un peu le choix des systèmes de production, c'est quand même les politiques agricoles. Et que l'élevage, c'est compliqué, on en vit mal, il y a beaucoup d'investissements lourds en temps, en infrastructures. On peut leur dire aussi que l'arbre, c'est des infrastructures qui ne coûtent pas cher, hein. Mais que les éleveurs veuillent arrêter l'élevage parce qu'ils n'arrivent pas à en vivre, ça dépend de politique agricole et pas du tout du fait qu'il y a de l'arbre ou pas de l'arbre. Donc il y a aussi tout un travail à faire au niveau des politiques agricoles, mais là, c'est beaucoup plus compliqué. Ressort. Pardon ? Je disais, c'est moins de notre ressort, la PAC. Bon. Oui, c'est beaucoup moins de notre ressort. Ça, Mais voilà, c'était agir localement, quoi. C'était ça. Oui, agir localement, mais c'est vrai que, alors on parle beaucoup, effectivement, de la maltraitance animale. Et puis un jour, j'ai un agriculteur qui m'a dit, mais la maltraitance de l'agriculteur, est-ce qu'on y pense ? C'est vrai. Ben oui, c'est quand même une des professions les plus maltraitées aujourd'hui parce qu'ils bossent comme des malades, ils ne gagnent pas leur vie, on leur demande de faire ci, parce que c'est quand même à leurs parents qu'on a demandé de couper tous les arbres, hein. Et donc on a bien mis dans la tête de leurs parents que l'arbre c'était pas bien, que ça gênait, et puis bon, eux ils sont nés là-dedans, ils ont été éduqués aussi avec cette espèce de norme, et puis d'un coup on leur dit non, mais l'arbre c'est bien, faut remettre de l'arbre. Il y a de quoi être un peu confus malgré tout. Tout à fait, enfin. Merci beaucoup. De rien. Dernière question. Alors, outre la pata negra, existe-t-il une valorisation de la viande issue des systèmes agroforestiers, notamment par le biais des labels de qualité? Est-ce qu'il y a d'autres exemples? J'en ai parlé pour les poulets, hein, le poulet de Loué et le poulet des Landes. Là, c'est 2 labels de qualité. Je pense qu'il y en a un qui est label rouge, je ne sais plus. Il y a de plus en plus de viande de porc. Hein, je ne sais plus, je vous avais montré ça, je crois, à un moment. Il y a le noir de Bigorre dans les Il y a le noir de Bigorre, alors, j'avais vu ça, si je retrouve. Enfin bref, il y avait... Je ne sais plus où elle est. Voilà, c'est là. Et ah ben non, il faut que je partage. Oui, enfin, donc, il y avait le noir de Bigorre, le noir de Provence, il y a le Quintoa qui est le porc basque, et puis il y en a un qui vient de sortir, c'est le Morvandio. Voilà, il y a donc au niveau des porcs et des volailles, oui. Au niveau des bovins, je ne suis pas sûre. Mais c'est quelque chose auquel il faudrait penser, c'est-à-dire de montrer aux gens à quel point leur viande de qualité viennent aussi de systèmes dans lesquels il y a des arbres. C'est dans le cahier des charges, par exemple, de la brousse du Rove, donc parcours 82%, je pense, ou plus de 80% de parcours arboré, mais on ne le connaît pas. Enfin, les gens qui vont acheter le produit AOC, ils ne savent pas forcément qu'il y a de l'arbre dedans. Peut-être qu'il faudrait aussi le mettre plus en avant. Et je pense peut-être aussi rappeler aux gens que la nourriture pas chère que l'on a aujourd'hui a en fait un prix artificiellement bas
qui ne prend pas en compte, au fond, tous les dégâts que ça cause sur l'environnement. Parce que je pense que voilà, il y a la question aussi de la quantité, du prix et de la qualité que l'on achète. C'est vrai que parfois les gens sont résistants à acheter moins de viande, mais plus chère, issue de systèmes agroforestiers. On préfère se rabattre sur des viandes moins chères, mais qui sont dans les systèmes conventionnels et intensifs que l'on connaît. Oui, ça après, il faut vraiment aussi changer de façon de s'alimenter, changer de façon, je ne sais pas que la façon de s'alimenter, c'est à quoi est-ce qu'on alloue son budget, sachant que s'il y a un tiers qui passe dans le loyer, un tiers qui passe dans la voiture, après il reste un tiers pour tout le reste, et comment on fait? Est-ce qu'on va réduire sur la nourriture pour s'offrir un beau portable? Enfin, voilà, c'est vraiment des choix de consommation. Mais on nous pousse plutôt à, oui, partout, dès qu'on met les pieds dans un supermarché, on nous pousse à réduire ce qu'on va dépenser sur la nourriture pour pouvoir acheter le reste. Là, encore une fois, on est contre un système d'information et de publicité qui va dans l'autre sens. L'incitation à la consommation. Et aussi parce que l'élevage domestique, dont on a vu les exemples, baisse toujours. Il y a encore des éleveurs qui se battent pour survivre, des éleveurs professionnels. Et c'est vrai qu'il y a moins l'élevage domestique, à part quelques poules peut-être aujourd'hui. Ouais. Les familles n'ont plus un porc et une vache et une petite basse-cour. Oui, donc il faut tout acheter. Oui. Donc c'est toutes ces questions qui se reposent aujourd'hui en fait. Est-ce qu'il y a des dernières questions, interventions, remarques? Ok. Bon, bah, super. Dans tous les cas, je mettrai l'extrait la vidéo de la conférence, je pense, Geneviève, si tu es d'accord, sur la page d'Arbres et Paysages 32. Oui. On peut le mettre là-bas. Je vous renverrai à tous le lien pour que vous puissiez le partager à d'autres ou y revenir. Et voilà, merci à tous d'être venus aujourd'hui pour cette première conférence du groupe Tron. Ah, une dernière question. Comment mettre en valeur le rôle de l'arbre dans l'élevage? Avec beaucoup de patience. Oui, beaucoup de patience, et puis que chacun porte, voilà, chaque fois qu'on peut, porte le message, et puis ça ne va pas passer du jour au lendemain. Parce qu'en fait, c'est finalement un changement de regard profond. Que même à titre personnel, j'ai vu en me mettant un peu plus dans l'agroforesterie ou de commencer à beaucoup mieux connaître comment fonctionnent les arbres et les systèmes qui leur sont associés. Vous vous rendez compte que la plupart des bases que vous pensiez, que vous avez été éduquées, sont en fait complètement fausses. C'est vrai qu'il y a ce gros travail de fond, de vision de comment on regarde le monde qui nous entoure. Moi, depuis que je travaille beaucoup dans les trognes, j'en vois partout en fait. Je remarque beaucoup plus, alors que j'avais vu des trognes toute ma vie, sans jamais vraiment réfléchir au fond à qu'est-ce que c'était ces arbres. Et pourtant, ils sont très présents. Donc, je pense que ça aussi, c'est un bon moyen de toucher nos amis, nos agriculteurs, le public de façon générale. En tout cas, merci beaucoup à tous. Merci à tous d'être restés. Et Geneviève, on attend avec impatience ton prochain livre. J'ai beaucoup aimé le premier et j'encourage tout le monde à le lire. Ça reprend un peu ce qu'on a eu aujourd'hui, mais beaucoup plus en détail. Et c'était très intéressant. Merci. Bon. Bonne journée à tous. Bonne journée.